Europe 1. D'abord le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Atterrissage prévu à Mayotte dans une demi-heure pour l'avion d'Emmanuel Macron. Le chef de l'État arrive avec des renforts de secouristes et 4 tonnes de fret alimentaire dans un archipel dévasté où tout manque. Le cyclone Chido a laissé les Mahorais sans toit, sans nourriture, sans eau, sans électricité et même sans soins. Alors que des centaines de blessés ont été recensés, l'hôpital de Mamoudzou, dont une partie de la toiture a été arrachée, les vitres soufflées, ne peut plus fonctionner qu'à 50% de ses capacités. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Mayotte, Wilfried de Villers. Le service de grossesse pathologique du CHR est partiellement plongé dans le noir, l'électricité est coupée, l'eau a envahi les couloirs en quelques minutes pendant le cyclone. Roger Serral, le chef du service obstétrique, était à l'hôpital samedi dernier. Le cyclone, il a commencé à nous attaquer de ce côté-là. La porte qui est en face de vous qui a éclaté et l'eau entre et le vent entre. L'électricité est partie, on est dans le noir, le vent qui souffle, le courant d'air, mais quelle puissance! C'était vraiment une scène d'horreur. En plus, on avait des patientes qui accouchaient. Ici, il manque de place, mais aussi de médicaments. 70% de l'un des stocks a été détruit. Dans le service de médecine polyvalente, le docteur Dimitri Kornblum, lui, craint une arrivée massive de malades dans les prochains jours. On risque d'arriver aux décompensations des maladies chroniques déjà connues, mais mal suivies et qui n'auront pas accès aux soins, pas accès aux médicaments. Le diabète, des insuffisances cardiaques, les insuffisances rénales, et on en parle déjà avec la dialyse. Avec le cyclone s'installe aussi le risque d'épidémie. La rougeole, la grippe, quand il y a de l'eau stagnante, pareil dans des endroits où il y a beaucoup de population, on espère ne jamais retrouver du choléra, mais ça fait partie des risques. La tente destinée aux malades du choléra est en train d'être remontée dans une zone de l'hôpital. Mamoudzou, Wilfried de Villers, Europe 1. Alors hier soir, le ministre des Outre-mer, François-Noël Buffet, a décrété l'état de calamité naturelle exceptionnelle pour Mayotte. Oui, afin, dit-il, de permettre une gestion plus rapide et efficace de la crise, faciliter la mise en place de mesures d'urgence. Dispositif utilisé pour la première fois, qui devra durer 1 mois, mais pourra être renouvelé. Ce matin, le gouvernement a également décrété le blocage des prix de produits de grande consommation dans l'archipel. Et cette crise mahoraise, c'est l'œuvre du cyclone Chido, mais aussi le résultat d'années de promesses non tenues par le gouvernement. Sur l'éducation, sur l'économie et évidemment sur l'immigration clandestine, des migrants qui vivaient par milliers dans les bidonvilles dévastés par le cyclone. Pour l'ancien préfet de Mayotte, Jean-Jacques Brault, invité d'Europe 1 ce matin, le respect de Mayotte dans la République passe impérativement par une régulation migratoire. Écoutez. Plus de 52 ou 53% de la population totale est clandestine. Et donc, la souveraineté française qu'ont voulu les Mahorais par 4 référendums successifs est battue en brèche par une submersion migratoire. Et le ministre de l'Intérieur a parfaitement raison de mettre en exergue l'altération de l'efficacité des services publics par leur submersion. À Mamoudzou, première maternité d'Europe, 9000 naissances de petits-enfants par an. Au moins les 2/3 sont des petits-enfants qui sont nés de mamans comoriennes qui ont fui l'absence de système de santé aux Comores. S'il n'y a pas régulation équitable du mouvement migratoire, il ne peut pas y avoir respect de la parole donnée à nos compatriotes mahorais de les intégrer dans l'ensemble français. Jean-Jacques Brault ce matin à 7h10 sur Europe 1, entretien complet à retrouver sur europe1.fr. Il est 8h05 sur Europe 1. La politique, un gouvernement, quand et avec qui? C'est le casse-tête de François Bayrou. Près d'une semaine après sa nomination, le Premier ministre est dans l'impasse. Il convoque à 14h cet après-midi tous les représentants de partis et groupes parlementaires à Matignon, à l'exception du RN et de la France Insoumise. Alors, objectif, élargir le socle commun de Michel Barnier aux socialistes, mais trouver cet équilibre entre la droite et la gauche n'est vraiment pas évident. On va faire le point avec vous ce matin, Alexandre Chauveau, journaliste au service politique d'Europe 1. Hier soir, François Bayrou a reçu à Matignon le ministre démissionnaire de l'Intérieur. L'occasion pour Bruno Retailleau d'y voir plus clair sur la ligne politique du nouveau Premier ministre et de poser aussi ses conditions, Alexandre. Pas question de rempiler Place Beauvau à n'importe quel prix. Hier à Matignon, Bruno Retailleau a présenté à François Bayrou la liste des mesures qu'il souhaite mettre en œuvre coûte que coûte Place Beauvau, parmi lesquelles le rétablissement du délit de séjour irrégulier, la fin du droit du sol à Mayotte ou une réforme de l'aide médicale d'État. Des propositions que le ministre de l'Intérieur démissionnaire juge indispensables pour rétablir l'ordre et maîtriser l'immigration, mais aussi nécessaires pour répondre aux attentes de l'opinion. Bruno Retailleau exige donc des garanties et met en avant le poids de la droite au Parlement. 47 députés à l'Assemblée, certes, mais une majorité au Sénat et en commission mixte paritaire, indispensable pour pouvoir légiférer. Alors d'ailleurs, cette réunion à Matignon, cet après-midi, Alexandre le montre bien, François Bayrou ne veut pas se mettre les socialistes à dos, mais est-ce qu'il peut se passer des Républicains ?
Cela paraît difficile, pour ne pas dire impossible, car cela reviendrait à se passer d'une majorité au Parlement donc, mais aussi de Bruno Retailleau, devenu très populaire place Beauvau, et surtout du Rassemblement national, très exigeant sur les questions d'immigration et de sécurité. Et puis cela contreviendrait à l'idéal de dépassement vanté par François Bayrou tout au long de sa carrière politique. Le problème, c'est que les exigences des socialistes apparaissent difficilement compatibles avec celles de la droite et du RN. Faute d'un équilibre politique difficile à trouver, le Premier ministre pourrait donc avoir à trancher pour pouvoir gouverner avec un socle cohérent de députés. Merci Alexandre Chauveau. Et merci Gisèle, c'est ce qu'on peut lire sur une banderole qui est déployée ce matin devant le tribunal d'Avignon alors que le verdict est attendu dans un peu plus d'1 heure au procès Pellico. Dominic Pellico has admitted drugging his wife, Gisèle, and enabling the other men. Sky News qui comme CNN ou Europe 1, tous les grands médias, qu'ils soient français ou étrangers, tous sont là à Avignon à attendre de connaître le sort de Dominic Pellico et de ses 50 co-accusés, des inconnus qu'il avait invités pendant 9 ans à violer sa femme après l'avoir droguée. Une affaire qui a mis en lumière le consentement et la soumission chimique et dont de nombreuses femmes attendent un verdict exemplaire. Reportage de la correspondante d'Europe 1, Nina Pavant. Sylvia a suivi tout le procès qui l'a particulièrement marqué et elle en est convaincue, l'affaire des viols de Mazan va s'inscrire dans l'histoire juridique française. Il y aura un avant, un après, c'est évident. Quand on voit que d'ailleurs c'est vraiment répandu dans le monde entier. Le fait d'avoir rendu le procès public, ça pour moi c'est un acte totalement politique. 32 acquittements plaidés, votre réaction ? Enfin pour moi, aucune excuse. S'il y a une trentaine d'hommes acquittés, mais même ne serait-ce qu'un seul, qu'est-ce que ça raconte au monde ? À côté d'elle, son compagnon, qui l'avoue, au début, il avait sous-estimé l'ampleur que prendrait ce procès. Aujourd'hui, lui aussi attend un verdict fort. La justice, c'est pas autre chose que l'état de la société à un moment donné. Et donc, elle aussi, elle doit prendre sa part dans cette évolution. Gisèle Pellico, devenue l'une des figures de la lutte contre les violences faites aux femmes, devrait prendre la parole après l'annonce du verdict. Et plusieurs collectifs féministes prévoient de nouveaux rassemblements devant la cour criminelle du Vaucluse. Avignon, Nina Pavant, Europe 1. Et puis 2 semaines après la réouverture de Notre-Dame de Paris, de nouveaux travaux déjà se profilent. 6 vitraux de Viollet-le-Duc vont bientôt être remplacés par d'autres plus contemporains. Oui, la lauréate du concours de vitraux lancé par l'Élysée a été présentée hier. Elle s'appelle Claire Tabouret, c'est l'une des meilleures de sa génération. Caroline Baudry l'a rencontrée pour Europe 1. Des lumières dansantes et un thème figuratif, la Pentecôte. C'est ainsi que Claire Tabouret présente émue son travail dans un préfabriqué du chantier de Notre-Dame. Et cette première ébauche, un dessin de vitrail dans un joyeux camailleux de bleu. Le vitrail, par son matériau même, va évoluer tous les jours, sera une expérience différente pour les visiteurs, sans cesse renouvelée, suivant la lumière, suivant l'heure du jour, suivant la météo. Tous les personnages sont réunis à l'intérieur de la maison en prière. Ils ont été en prière déjà depuis de nombreuses semaines, donc il y a une dimension extrêmement intérieure dans l'image. Derrière ces personnages se dévoilent des vitraux. Dans les vitraux, ceux de Viollet-le-Duc, représentés plus qu'un clin d'œil, c'est un hommage. Parce que je pense que c'est comme ça qu'il faut appréhender ce projet, avec beaucoup de respect de ce qui était avant et de ce qui sera après. Mais c'est ça qui est très enrichissant et merveilleux. Les 121 mètres carrés seront réalisés par l'atelier du maître verrier Simon Marc. Interrogé sur les levées de boucliers face au projet contemporain, l'artiste répond « Ce débat est passionnant et que le grand public s'en saisisse est un très bon signe ». Caroline Baudry. Merci Fanny Marceau, c'était votre journal.